Merci beaucoup, Amine. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de leur invitation. On m'a demandé de vous parler de 4 sujets différents de la lithiase, donc je vais essayer d'être aussi synthétique que possible. Je vais commencer par la lithogénèse et la classification des calculs. La lithogénèse, eh bien, ça commence par la cristallurie. Et la cristallurie, eh bien, c'est un déséquilibre entre deux types de molécules dont les conséquences peuvent être la formation de calculs ou de néphrocalcinose, voire les deux à la fois. Cette rupture d'équilibre, elle a lieu entre ce qu'on appelle des promoteurs, qui sont les substances cristallisables dans les urines, et des inhibiteurs qui vont essayer de s'opposer à leurs conséquences, qui est une sursaturation des urines. Donc tout commence par cette sursaturation qui peut être obtenue par deux façons différentes. Un excès de concentration, qui peut être lié à un défaut de diurèse ou à un excès d'excrétion d'un ou de plusieurs solutés dans les urines. Et le deuxième facteur, c'est un recul d'ionisation qui fait que la molécule ne sera pas dissociée et elle pourra donc cristalliser en fonction du pH. Et le pH sera un élément déterminant de cette cristallogénèse. La conséquence de la sursaturation, c'est la germination cristalline, c'est-à-dire la formation de particules de très très petite taille qui vont faire, comme vous le voyez, moins de 100 nanomètres au départ. Donc, ça ne crée pas beaucoup de risques, évidemment, pour l'arbre urinaire, mais elles peuvent grossir en fixant de nouvelles molécules pour faire des cristaux de taille beaucoup plus grosse, de 0,5 à 100 microns, par exemple. Et puis surtout, et c'est ça qui va créer le risque de calcul, elles peuvent s'agréger au niveau du rein pour faire des particules encore beaucoup plus grosses, de 5 à 500 microns, qui peuvent être à ce moment-là retenues dans les voies urinaires à différents niveaux, mais aussi, quelquefois, si les agrégats sont très gros, par obstruction tubulaire. Les promoteurs, eh bien, c'est ce que l'on va doser dans les urines, l'oxalate, le calcium, le phosphate, le magnésium, l'ammonium, l'urate, le sodium, le potassium. Et puis, il y a des formes génétiques de lithiase qui conduisent à des excrétions de molécules particulières, par exemple la dihydroxyadénine, la xanthine ou la cystine. Ces promoteurs vont très souvent être obligés de s'associer entre eux pour faire des espèces cristallisables. Par exemple, l'oxalate s'associera au calcium, le phosphate peut s'associer au calcium, au magnésium et à l'ammonium. L'urate peut précipiter tout seul sous forme d'acide urique, mais il peut aussi donner tous les cations possibles avec d'urate d'ammonium, urate de sodium, urate de potassium. Donc, toutes ces espèces sont cristallisables dans les urines, mais la différence entre l'acide urique et ces urates, c'est le pH urinaire. Les trois derniers, qui sont génétiques, n'ont pas besoin d'être encouragés par d'autres espèces du milieu urinaire pour précipiter. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces espèces cristallisables, elles vont exister sous différentes formes cristallines, ce qu'on appelle des espèces cristallines. Et ce qui est important, c'est que ces espèces ont des déterminants biochimiques différents. Et donc, il est important de les distinguer pour ce qu'elles sont. On connaît 3 oxalates de calcium, la vévélite, la védélite et la caoxite. Eh bien, sachez dès maintenant que la vévélite est oxalodépendante, donc liée essentiellement à des hyperoxaluries de débit ou de concentration, alors que la védélite est essentiellement calcium dépendante, donc liée à des excès de calcium urinaire. Pour les phosphates de calcium, on en connaît 5 espèces, les carbapathites, la bruchite, le phosphate oxocalcique pentahydraté, le phosphate amorphe de calcium carbonaté, et on pourrait y ajouter la witokite, qui est un sel mixte de calcium et de magnésium. On connaît des phosphates ammoniaco-magnésiens, struvite, ditmarite, et puis on connaît l'acide urique, on en connaît 4 formes cristallines différentes, l'uricite qui est l'acide urique anhydre, l'acide urique monohydraté, le dihydraté, et puis une forme amorphe aussi de cet acide urique. Alors la sursaturation, c'est un rapport du produit d'activité ionique au produit de solubilité de la substance. Le produit de solubilité, c'est la concentration maximale solubilisable de la substance dans le milieu. Le produit d'activité ionique, c'est la concentration molaire multipliée par un coefficient et que l'on va voir dans un instant et qui conditionne cette sursaturation des urines. Si on appelle la sursaturation bêta,
Eh bien, quand bêta égale 1, la solution est saturée. Ça veut dire que la concentration molaire est égale au produit de solubilité. Si bêta est inférieur à 1, la solution est sous-saturée et donc des cristaux qui se seraient formés éventuellement en amont vont se dissoudre. Et à l'inverse, si bêta est supérieur à 1, la solution est sursaturée et donc des cristaux formés peuvent croître en captant de nouvelles molécules. Le produit d'activité ionique est égal au produit de la concentration par le coefficient d'activité ionique qui va dépendre de la nature des ions, de leur taille en solution, de leur charge, mais aussi de la force ionique du milieu. Il faut savoir que l'urine a un pouvoir solvant considérable. Pour vous le montrer, eh bien, je vous donne ici les produits de solubilité de référence dans l'eau pour la vévélite, donc l'oxalate de calcium monohydraté. Vous voyez que la solubilité, c'est environ 3, 10-9 mol par litre au carré à 37 degrés. Et pour les phosphates de calcium, la référence, c'est la bruchite. Et le produit de solubilité de la bruchite, c'est 2,5, 10-7 mol par litre au carré à 37 degrés. Eh bien, dans les urines, la concentration moyenne d'oxalate de calcium, c'est 6, 10-7 mol par litre au carré, c'est-à-dire quasiment 100 fois plus. Et pourtant, on ne fait pas nécessairement des cristaux. Et pour les phosphates de calcium, c'est 8, 10-5, là aussi, c'est environ 100 fois plus. Et ça n'a pas non plus de conséquences cristallogènes majeures. Donc l'urine est très bien protégée contre ce risque cristallogène. Et donc, ce qui va nous intéresser au plan clinique, ce n'est pas le produit de solubilité, mais le produit de formation, c'est-à-dire la concentration des urines à partir de laquelle vont se faire des cristaux. Auparavant, on est sursaturé, mais modérément, c'est une zone métastable. Et si on prend le cas d'oxalate de calcium, eh bien, le produit de formation dans l'eau, c'est une sous-saturation égale à 9. Eh bien, dans les urines, grâce à la diversité des molécules présentes et la force ionique de l'urine, la sursaturation cristallogène, c'est une valeur de 11. Le moteur de la cristallisation pour l'oxalate de calcium, c'est clairement le produit molaire oxalocalcique. Comme vous le voyez, quand le produit molaire atteint des valeurs élevées, c'est-à-dire par exemple plus de 4,5 millimoles par litre au carré, eh bien, toutes les urines ont des cristaux. L'autre élément cristallogène, je vous l'ai dit, c'est le recul d'ionisation. Eh bien, si on prend ici l'exemple d'un phosphate de calcium, supposez qu'on ait une concentration molaire qui est représentée par la ligne horizontale en pointillé, eh bien, à pH 5,5, la solution est sous-saturée. Eh bien, sans modifier la concentration des urines, mais en augmentant le pH, vous allez franchir le point de solubilité. Et puis, si le pH continue d'augmenter, vous êtes en zone métastable, vous risquez de cristalliser par nucléation hétérogène, on en reparlera dans un instant. Et si le pH augmente encore, eh bien, vous allez franchir le point de formation. Et du coup, en pH alcalin, vous voyez, le phosphate va se former tout seul à la même concentration que celui qui était à pH 5,5 et qui ne cristallisait pas. Ça vous montre l'importance du pH urinaire pour ces espèces. Et il faut savoir que presque toutes les espèces urinaires sont en partie ou totalement pH dépendantes. Les seules qui ne le sont pas, ce sont les oxalates de calcium et la dihydroxyadénine. Alors, une étude très intéressante réalisée aux États-Unis par Abraham et Smith a montré que les sujets normaux et les lithiasiques eh bien, étaient différents. Et c'est pour ça que les uns font des calculs et pas les autres. Eh bien, comme vous le voyez sur la figure de gauche, tout le monde, sujets normaux comme lithiasiques, est sursaturé en oxalate de calcium. Mais quand on regarde la figure du milieu, eh bien, si on regarde les autres espèces cristallines, je pense ici à la bruchite, mais ça serait la même chose avec l'acide urique ou l'urate de sodium, eh bien, on peut montrer que seuls les lithiasiques sont sursaturés en permanence en bruchite, c'est la courbe du haut, alors que les sujets normaux ne le sont pas pour une grande partie de la journée. Ils ne le sont que la nuit, quand la restriction hydrique fait que les urines se concentrent. Et donc, ça veut dire que les sujets lithiasiques ont très très souvent au moins 2, sinon 3 espèces sursaturées en même temps, ce qui les expose à des cristallisations multiples d'espèces qui peuvent avoir en plus des liens physico-chimiques entre elles, et ça conduit à ce qu'on appelle des nucléations hétérogènes. Et vous avez un exemple sur la droite,
une cristallisation par nucléation hétérogène entre de la védélite, qui sont ces cristaux octaédriques typiques, et la bruchite, qui sont ces baguettes. Et vous voyez que la bruchite, ici, utilise la védélite pour cristalliser, et ici, la védélite utilise la bruchite pour cristalliser. Et donc, ces nucléations hétérogènes, elles ont deux conséquences. D'abord, cela fait des édifices cristallins beaucoup plus gros, donc c'est plus agressif, ça facilite la lithogénèse. Et puis, la seconde chose, c'est que ça va générer des cristallisations et des calculs mixtes. Or, il faut savoir que dans nos lithiases, environ 90% des calculs sont mixtes. Alors, pourquoi est-ce que les lithiasiques font des calculs? Eh bien, on a vu que c'est parce qu'ils ont des sursaturations multiples, mais c'est aussi parce qu'ils ont un déséquilibre entre les promoteurs et les inhibiteurs. Et cela se voit bien quand on reprend la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. On avait l'histogramme de cristallisation chez les lithiasiques, ce sont les barres en bleu, et vous avez superposé ici la courbe en rouge des sujets normaux. Bien, comme vous le voyez, pour chaque niveau de produit molaire oxalocalcique, les lithiasiques sont beaucoup plus exposés que les sujets normaux à faire des cristaux. Eh bien, le delta entre les deux, c'est l'expression du pouvoir inhibiteur. Vous remarquerez quand même que quand le produit molaire augmente, c'est ce qui est le vrai moteur de la cristallisation, eh bien, ce pouvoir inhibiteur perd ses moyens, il est plus efficace. Et quand on a des produits molaires très élevés, eh bien, il n'y a plus aucune différence entre sujets normaux et lithiasiques. Mais bien entendu, il y a très très peu de sujets normaux qui se promènent dans cette région dangereuse pour le risque cristallogène. Alors, les inhibiteurs, ils sont capables de s'opposer à la cristallisation ou à ses conséquences. Donc, la sursaturation va être provoquée par un excès de calcium, de phosphate, d'acide urique ou un défaut de citrate, par exemple. Et ces cristaux qui peuvent se former à cause de la sursaturation, eh bien, ils peuvent être empêchés soit par du citrate, qui est un complexant du calcium et qui va donc abaisser la sursaturation oxalocalcique, soit par des variations de pH. Par exemple, vis-à-vis du phosphate de calcium, si le pH est bas, eh bien, ça ne cristallisera pas. Et puis la cure de Durez, eh bien, finalement, c'est quelque part aussi une forme d'inhibition, puisqu'elle va diminuer la concentration des solutés cristallisables et donc finalement abaisser la saturation. Si les cristaux se sont quand même formés, eh bien, on a des inhibiteurs de la croissance cristalline. Ce sont plutôt des macromolécules comme la néphrocalcine et la bicunine. Et puis, l'autre étape, c'est l'agrégation cristalline. Et là aussi, ce sont des macromolécules qui vont intervenir, notamment la protéine de métamorphale non polymérisée, qui, comme vous le savez, est produite par la branche ascendante de l'anse de Henle. Et puis le citrate, qui est un complexant du calcium et qui va empêcher la cristallisation, peut aussi s'opposer à l'agrégation cristalline. Et enfin, le dernier élément qui crée la lithogénèse, c'est la rétention des cristaux. Eh bien, il y a des inhibiteurs de l'adhésion des cristaux à l'épithélium. Et ceci est réalisé par des macromolécules, notamment la protéine de métamorphale polymérisée et l'uropontine. Alors, pour vous montrer l'intérêt du citrate, par exemple, vous voyez que quand on a un citrate qui est bas, on a beaucoup plus de cristaux de védélite que quand il est plus élevé. Et plus le citrate augmente dans les urines, moins il y a de cristaux dans les urines. Et c'est également vrai pour les agrégats, qui sont moins nombreux quand le citrate est augmenté. Donc l'hypocitraturie, évidemment, est un facteur de lithogénèse aggravé, surtout au regard du niveau de la calciurie. Et donc, quand on veut s'occuper de la lithiase calcique, eh bien, il faut regarder d'abord le produit molaire oxalocalcique pour savoir où se situe le patient. Et puis, on regarde ensuite le niveau de la citraturie. On a démontré dans d'autres études que lorsque les patients avaient plus de la moitié de leurs urines du réveil avec des cristaux dedans, quelle que soit leur abondance et leur nature, eh bien, ils avaient 90% de chances ou de risque de récidiver leur lithiase. Et donc, l'objectif, pour éviter cette récidive, c'est évidemment d'abaisser cette fréquence de cristallurie. Pour ça, il y a deux moyens de donner des inhibiteurs, certes, mais comme vous le voyez, si vous voulez donner du citrate sans vous occuper du produit molaire oxalocalcique, eh ben, ça ne marchera pas. On ne va pas réduire la fréquence de cristallisation.
Donc, le premier élément important, c'est d'abord de réduire le produit molaire oxalocalcique. Et le meilleur outil pour ça, c'est la Durez, évidemment, à 2 litres par jour. Et une fois que votre Durez a ramené le produit molaire dans des valeurs, on va dire, normales, autour de 1,5 à 2 millimoles par litre au carré, eh bien, si vous donnez du citrate, vous allez réduire la cristallisation de manière efficace et passer en dessous de ceux de 50%, donc protéger votre patient de la récidive. Alors, on a défini des seuils de risque de cristallisation qui, pour nous, sont devenus des cibles thérapeutiques, en dessous desquelles ou au-dessus desquelles on souhaite ramener les patients. Pour le calcium, c'est 3,8 millimoles par litre. Pour l'oxalate, 0,3 millimoles par litre. Pour les phosphates, comme c'est pH dépendant, eh bien, ça dépend évidemment du pH. On tolère jusqu'à 24 millimoles par litre pour un pH inférieur à 6,5, mais on ne tolérera que 13 millimoles par litre si le pH est au-dessus de 7,5. Pour l'acide urique, on tolère 3,5 millimoles par litre si le pH est au-dessus de 6, mais on ne tolère que 2 millimoles par litre si le pH est en dessous de 5,3. Pour le citrate, eh bien, on souhaite être au-dessus d'une millimole par litre, et pour le magnésium, au-dessus d'1,5 millimole par litre. Si on s'intéresse à la dilution des urines, eh bien, on a montré que si la densité des urines dépassait 1012, on avait plus de la moitié des urines avec des cristaux, donc un risque lithogène. Donc, l'objectif de la dilution des urines, c'est d'avoir une densité en dessous de 1012. Et donc, évidemment, une durée des 24 heures supérieure à 2 litres. Autre lithogénèse très particulière, la lithogénèse infectieuse. Celle-ci s'observe chez des patients qui ont des infections par des bactéries qui possèdent une uréase. Cette uréase va détruire l'urée, la lyser en ammonium et en CO2. L'ammoniac qui est produit va faire monter le pH des urines. Le CO2 va faire du bicarbonate qui, avec l'élévation du pH, va se convertir en carbonate. Et finalement, cet excès d'ammonium et de carbonate dans une urine alcaline va sursaturer avec le magnésium, le calcium et le phosphate des urines en plusieurs espèces cristallines, struvite, phosphate ammonico-magnésien, qui est typique de cette lithogénèse, et carbapatite, qui est un marqueur de l'alcalinité. Et à noter que cette carbapatite va fixer du carbonate, elle sera spécialement carbonatée. Et puis si vous avez en plus une hyperuricurie, eh bien l'excès d'ammonium va également sursaturer en urate d'ammonium. Les GAM responsables, eh bien, vous les connaissez bien sûr, ce sont les protéus en premier, mais il y en a d'autres, et ce sont les souches uréasiques évidemment qui vont être impliquées pour les pseudomonas, les klebsielles, les serratias, les staphylocoques. Et puis il y a des espèces qui sont moins fréquemment recherchées, mais qui sont très actives aussi. C'est Corynebacterium urealyticum et Ureaplasma urealyticum. Alors, la struvite est un marqueur de cellulitase d'infection, mais il y a des calculs d'infection où on ne voit pas la struvite quand on fait l'analyse de calcul. Et vous avez ici 2 exemples de spectres infrarouges à gauche qui ressemblent à peu près à la même espèce. C'est de la carbapatite, visiblement. Les 2 tracés ont l'air très semblables. Et la principale différence que vous pouvez remarquer facilement, c'est le pic qui se trouve ici, qui correspond au pic de carbonate. Eh bien, si on prend ce spectre ici, qui a très peu de carbonate, et qu'on regarde les cristaux de carbapatite en microscope électrique à balayage, on voit que les sphères sont tout à fait uniformes et elles sont parfaitement lisses à leur surface. Ce sont des sphères tout à fait métaboliques. Donc, ce calcul de carbapatite a une cause métabolique qui peut être une acidose, une hypercalciurie par exemple. À l'inverse, le spectre du bas, il a beaucoup de carbonate. Et comme vous le voyez, eh bien, en microscopie électrique à balayage, on voit des bactéries à la surface des sphères de carbapatite. Eh bien, ce sont ces bactéries qui ont généré le calcul. Et on a montré qu'il y avait une relation entre le taux de carbonate et le nombre de bactéries. Et quand le taux de carbonate dépasse 15%, on est à peu près sûr que ces calculs sont liés à une infection par des germes uréasiques. Alors, il y a d'autres critères qui vont orienter vers ces lithiases d'infection,
qui, contrairement à ce que dit la littérature, ne sont pas du tout en diminution, c'est même plutôt le contraire depuis quelques années. La première, c'est la présence de struvite qui va affirmer évidemment l'existence d'une infection uréolytique, mais ce n'est pas seulement les struvites majoritaires, ce sont aussi les calculs qui contiennent de la struvite. Le deuxième critère, vous l'avez compris, c'est le taux de carbonate de la carbapatite. Et puis, il y a deux autres critères, le PACC, donc le phosphate amorphe de calcium carbonaté, qui est une espèce très fréquente en cas d'infection. Et on a montré que quand sa teneur dépassait 10% dans le calcul, eh bien, il y avait une très forte probabilité d'infection. Et la même chose pour la 8-toquite, avec un taux d'au moins 20%. Ce qui fait qu'au total, eh bien, aujourd'hui, on a, en France en tout cas, environ 6% des calculs d'origine masculine qui sont liés à un contexte infectieux, et c'est quand même encore 20% des calculs chez la femme. Autre lithogénèse particulière, les calculs faits sur des corps papillaires calcifiés qu'on appelle aujourd'hui des plaques de Randall. Vous avez ici des images de papilles rénales. À gauche, en haut, c'est une papille normale où on voit les pores qui correspondent à la sortie des tubes collecteurs. À droite, eh bien, une partie des tubes sont calcifiés. En bas à gauche, on a davantage. Et en bas à droite, il y a vraiment une masse de phosphate de calcium qui a même entraîné une rétraction de la papille. Bien, ces plaques de Randall ont été décrites par Alexander Randall, qui était un urologue américain, et donc elles ont pris son nom aujourd'hui. Eh bien, elles servent de nucléateur à beaucoup de calculs oxalocalciques aujourd'hui dans les pays industrialisés, mais ça s'étend dans tous les pays du monde. Et ça donne des calculs qui sont très particuliers par leur morphologie. Ils ont une dépression, vous le voyez ici, avec un dépôt dans cette dépression qui est un morceau de cette plaque de Randall qui s'est détaché de l'épithélium papillaire avec le calcul. Selon plusieurs études américaines, ces plaques seraient présentes dans 80% des reins des patients qui font des calculs oxalocalciques et elles seraient plus nombreuses et plus fréquentes en cas d'hypercalciurie. Il a été montré par une équipe d'Indianapolis que les dépôts initiaux se formaient dans les membranes basales des anses longues de Henle, qu'elles diffusaient ensuite dans l'interstitium, et puis que lorsqu'elles s'étaient très étendues, elles pouvaient rompre l'épithélium papillaire. À ce moment-là, elles arrivaient au contact de l'urine, et l'urine étant saturée en oxalate de calcium, elles vont fixer des cristaux d'oxalate sur ces plaques. Et comme vous le voyez ici, on a fait des études en microscope électrique à balayage. On voit en haut à gauche une papille saine avec les sorties des tubes collecteurs ici. Au milieu, une plaque de Randall qui recouvre l'épithélium papillaire. En bas à gauche, des cristaux de vévélite qui viennent s'enficher dans cette plaque de Randall qui était à la surface de la papille. Et en bas à droite, eh bien, un calcul qui s'est fait sur une plaque de Randall, qui s'est détaché et qui a été retiré par un urologue. Et il vous montre qu'en fait, on a une masse cristalline de phosphate de calcium avec des tubes calcifiés qui sont donc détruits, qui sont soit calcifiés par l'extérieur, soit remplis de phosphate de calcium, et qui signifie qu'en fait, une partie des néphrons de cette région sont devenus totalement non opérationnels. Et du coup, on a un calcul avec cette plaque de Randall dans le fond de l'ombilication papillaire. Autre lithogénèse particulière, la lithogénèse liée à l'indice de masse corporelle. Quand on regarde les sujets qui ont un indice de masse corporelle normal, eh bien, ce sont les barres en jaune. On voit que les espèces dominantes, c'est essentiellement la vévélite, ensuite la védélite, puis la carbapatite, et l'acide urique représente environ 6% des calculs. Eh bien, quand on est en surpoids et quand on a atteint le seuil de l'obésité, on s'aperçoit que, d'une part, on fait moins d'oxalate de calcium, on fait à peu près la même quantité de phosphate, mais en revanche, on fait 4 fois plus d'acide urique. Alors, le calcul est un élément très important pour identifier les facteurs de risque qui sont impliqués. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on connaît plus de 100 corps dans les calculs urinaires, donc c'est très très important de les soumettre à l'analyse. Et puis, on a plus de 100 causes identifiées à l'origine des calculs et qui sont de différentes natures, la nutrition, l'environnement, les infections, les maladies génétiques, des maladies acquises, les malformations anatomiques. Donc, le calcul est un élément clé du diagnostic étiologique.
Il doit donc faire l'objet d'une analyse morpho-constitutionnelle. C'est très important, puisque aujourd'hui, la majorité des calculs sont faits de mélanges oxalo-phosphocalciques. On peut classifier les calculs en une classification qui comporte 6 grands types, 7 maintenant et 22 sous-types. Le type 1 a été attribué à la vévélite et comme vous le voyez, on a 2 sous-types en jaune qui sont très particuliers parce que lorsqu'on les identifie, ils vous donnent une relation immédiate à une cause lithogène très particulière. Le type 2 correspond à la védélite, donc à des espèces calcium dépendantes. Le type 3 a été donné pour les purines, avec les sous-types A et B pour l'acide urique et les sous-types C et D pour les urates. Là encore, le type 3D qui est en jaune correspond à des contextes de lithogénèse très particuliers qui sont révélés par la morphologie du calcul. Pour le type 4, ce sont les phosphates, calciques et magnésiens. Eh bien, le type 4,2 correspond à des calculs de carbapatite dans un contexte très particulier que l'on va voir dans un instant. Le 4B sont des mélanges de phosphates, le 4C c'est la struvite et le 4D la bruchite. Le type 5 a été attribué à la cystine, le type 6 aux calculs qui sont riches en protéines et le type 7 c'est un groupe un petit peu fourre-tout où il y a les médicaments et les calculs rares qui sont très divers. Alors, un exemple de morphologie qui vous montre l'intérêt d'analyser la morphologie du calcul en plus de la composition. Tous ces calculs sur cette photo sont des calculs de vévélite quasiment purs. Or, ils sont morphologiquement extrêmement différents. Si on prend quelques exemples, eh bien, à gauche, vous avez des calculs de vévélite d'origine diététique. Alors, quand ils sont, on va dire, en sommeil, ils sont brun foncé, comme ici. Et vous voyez que la section est très compacte et très structurée. Et quand on a en surface ce qu'on appelle un voile grisâtre, eh bien, c'est une couche d'origine diététique, mais toute fraîche, de vévélite qui vient de se déposer. Quand je dis qu'elle est toute fraîche, elle a moins d'une semaine. Par opposition à ce type, on a le 1C. Comme vous le voyez, il est très très clair. Il peut être blanc chez l'enfant, il est plutôt brun-jaune chez l'adulte. Il est bourgeonnant et la section est très peu structurée, de couleur claire, avec un centre lâche. Eh bien, cette morphologie signe des hyperoxaluries génétiques. Le type 1E, lui, correspond à des hyperabsorptions coliques d'oxalate chez les patients qui ont des maladies inflammatoires digestives avec des résections de l'intestin grêle. Et puis, ça se voit également quand on pratique des chirurgies bariatriques pour obésité. La morphologie est particulière, elle est un peu plus complexe. La couleur est intermédiaire entre le 1A et le 1C. Et la section a une structure aussi intermédiaire parce que l'hyperabsorption colique d'oxalate dépend du bol alimentaire. Et il y a des moments où on absorbe beaucoup d'oxalate et des moments où on absorbe moins, ce qui explique les différences de structure et de pigmentation. Enfin, le type inhabituel ici, eh bien, nous a alerté sur une cause inhabituelle de ce calcul de vévélite qui était dû donc à une hyperoxalurie, puisque c'est de la vévélite, mais d'origine médicamenteuse. Et c'était un médicament utilisé en cardiologie qui générait ces calculs. Enfin, le 1D va signer plutôt des stases, donc des malformations anatomiques, des divaticules caliciels, des syndromes de jonction, par exemple, qui permettent le développement de calculs, mais pas leur évacuation. Enfin, la plaque de Randall, eh bien, comme vous le voyez, ce sont des calculs qui sont généralement de morphologie 1A, donc diététique. Il y a des hyperoxaluries de concentration, mais il n'y a pas nécessairement d'hypercalciurie chez le patient. Cette hypercalciurie a été transitoire pour former la plaque, mais elle n'est pas forcément constitutionnelle chez le patient. Pour le type 2, qui correspond à la védélite, on a également deux morphologies, le 2A qui est en haut à gauche et le 2B qui est en bas à droite. Et puis, on a parfois des cristaux que l'on va appeler dodécaédriques, ils ont 12 faces, qui vont signer des hypercalciuries majeures. Ce sont des gens qui ont autour de 10 millimoles de calcium dans les urines, voire davantage. Pour le type 3, l'acide urique, c'est la même chose. Le type 3A évoque des calculs de stase, et donc on les verra surtout dans la vessie des hommes âgés qui ont des hypertrophies de la prostate. À l'inverse, le type 3B
évoquent des calculs liés à un syndrome métabolique ou à un diabète, notamment de type 2. Et la morphologie, vous voyez, est très différente, avec une structure interne qui n'est pas du tout structurée, avec des porosités internes, alors que le type 3 est très organisé. Pour les urates, c'est la même chose. Le 3C correspond à des calculs non structurés et ils sont dus à des hyperuricuries en urine alcaline. Alors, l'alcalination peut être thérapeutique. Si on a donné trop d'alcalin pour dissoudre un calcul d'acide urique, eh bien, on peut déposer dessus de l'urate d'ammonium ou de sodium. Et puis, ça peut être dû à des infections par des germes uréasiques, par exemple, qui font de l'urate d'ammonium. À l'inverse, le type 3D, qui est l'urate d'ammonium aussi, eh bien, il est très structuré, avec des couches alternées de couleur claire et de couleur sombre, avec des porosités locales. Eh bien, ce type morphologique évoque une cause digestive. Ce sont des diarrhées, généralement infectieuses, mais éventuellement thérapeutiques par abus de laxatif. Pour les phosphates, c'est la même chose. Le type 4A1, c'est de la carbapatite, on va dire banale, qui peut être liée à des infections urinaires ou à des hypercalciuries, alors que le type 4A2, qui est très typé, il est bosselé, vernissé avec des craquelures, eh bien, il évoque des acidoses tubulaires distales de manière systématique et très spécifique. Le type 4B évoque plutôt des infections, notamment à germes uréasiques, avec des mélanges de phosphates, notamment calciques et magnésiens. Le 4C, c'est de l'astruvite, donc c'est de l'infection à germes uréasiques. Et le 4D, lui, est un mélange de bronchite et puis souvent de carbapatite et puis de védélite. Il évoque des hypercalciuries, notamment résorptives ou absorptives avec un diabète phosphaté ou une hyperparatonie primaire. Enfin, le type 5 correspond à la cystine. Il y a deux sous-types, le 5A que vous avez en haut et le 5B que vous avez en bas. Le 5B ne s'observe que chez des patients qui sont connus pour être cystiniques et qui sont pris en charge de manière insuffisante puisqu'ils font quand même des calculs. Alors, il y a des associations qui sont intéressantes, les mélanges de type 4D plus 2A ou 4A plus 2A, qui évoquent des hypercalciuries, notamment résorptives. Et quand on voit ces structures, eh bien, il faut penser à rechercher des hyperparatonies primaires, par exemple, ou éventuellement pour le type 4D ici, des diabètes phosphatés. Enfin, un calcul, eh bien, ça doit être analysé parce que, comme vous le voyez ici, on a un gros calcul vésical, il fait 12 cm. Le patient a une infection à germe uréolytique. C'est son premier calcul et on pourrait dire, ah ben oui, il a une infection à germe uréasique et il fait des calculs de struvite. Effectivement, la surface, c'est de la struvite. Sauf que quand vous coupez le calcul, eh bien, la struvite, elle ne fait que, en gros, moins d'un centimètre. Le reste, c'est du 1A. Du 1A qui évoque une hyperoxalurie. Mais si vous regardez le noyau, eh bien, c'est du 1C. Donc, en fait, ce patient, il a une hyperoxalurie primaire. Et il a fait un calcul de vévélite, qui a beaucoup grossi avec la vévélite, puis qui s'est surinfecté à la fin. Donc, pour faire le diagnostic, il faut avoir analysé le calcul, et au niveau à la fois constitutionnel et morphologique. Donc, pour terminer, eh bien, je vous ai mis un tableau qui vous donne les relations statistiques entre la morphologie et les principales étiologies. Le type 2, c'est clairement calcium dépendant, avec des hypercalciuries de différentes natures. En cas d'hyperparatonie primaire, on a plus de la moitié des calculs qui sont des mélanges 2 plus 4 et 18% qui sont du 4D. Donc ces deux morphologies représentent les 3 quarts des calculs d'hyperparatonie primaire. Le type 1A, c'est clairement des hyperoxaluries diététiques. Le type 1C, des hyperoxaluries génétiques. Le type 1E, des hyperoxaluries entériques. Le type 4A2, des acidoses tubulaires distales, qu'elles soient congénitales ou acquises. Le 3B doit faire évoquer des syndromes métaboliques et du diabète, et c'est spécialement vrai chez les sujets jeunes. Et enfin, le 3D, c'est un marqueur de diarrhée dans 91% des cas. Donc ces relations sont extrêmement fortes. Donc, en conclusion, la lithogénèse
relèvent de mécanismes complexes et multiples qui vont conduire à une sous-saturation des urines, suivie d'une cristallisation qui va se répéter et qui va conduire finalement à des processus lithiasiques, à la croissance du calcul, au développement de nouveaux calculs, soit directement dans les cavités urinaires ou les néphrons, soit par l'intermédiaire des plaques de Randall, dont la fréquence aujourd'hui est très élevée dans les populations occidentales. La connaissance du type morphologique et constitutionnel du calcul représente une aide précieuse pour orienter le diagnostic étiologique. La prévention des récidives nécessite une maîtrise des facteurs de risque grâce à une réduction de la concentration des promoteurs ou à une stimulation de l'activité inhibitrice des urines. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, docteur Dedan. Donc, on va prendre une ou deux questions en salle s'il y a des questions par rapport à cette première présentation. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Michel, est-ce que les plaques de Randall, c'est visible en imagerie? Est-ce qu'elles peuvent être confondues pour des lithiases? Alors, avec les nouveaux scanners, on commence à en voir un certain nombre. Quand elles sont un peu grosses, on les voit. Mais c'est vrai que là, c'est peut-être Christian Almiras qui serait mieux à même de répondre à la question. Il faut effectivement ne pas les confondre avec des calculs qui seraient dans un kakirishi, par exemple, dans les ectasies précalicielles, ou des calculs qui sont dans les calices pour différentes raisons. Mais c'est vrai qu'on commence à les détecter, je pense, de plus en plus avec les nouveaux scanners. Je ne sais pas ce qu'en pense Christophe. Et Michel, je te remercie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, en Oui. fait, on a fait une publication justement avec le comité il n'y a pas très longtemps là-dessus, où on a analysé les hyperdensités papillaires qu'on voit au scanner et qui sont assez courantes, mais qui sont sous-décrites par les radiologues. Et en fait, ça, on retrouve une petite proportion plus importante de gens, de personnes qui ont beaucoup de plaques de Randall, mais aussi des cristallisations intratubulaires, donc qu'on voit aussi sur des acidoses tubulaires, par exemple. Donc, le problème, c'est que ça n'est pas du tout discriminant pour savoir quand on a une hyperdensité de papilles, si c'est des plaques de Randall ou autre chose. En revanche, le seul facteur que ça met en évidence, c'est une diurèse insuffisante. Et ça, c'est de manière très significative. Donc, quand vous voyez des personnes sur les scanners où il y a une hyperdensité papillaire, la première chose que ça démontre, c'est qu'en fait, ils ne boivent pas assez, qu'ils sont déshydratés. Et c'est ça qui va donner qui participe. Et c'est vrai que pour les plaques de Randall, de toute manière, la diurèse insuffisante est un facteur crucial aussi.